Tuta est un bon à rien, un vrai raté qui vit avec sa séduisante professeure, Yuko-hime, laquelle se révèle être une vampire de 700 ans. Dans une situation mortelle, Tuta finit par boire le sang de Yuko-hime et devient ainsi immortel. C'est ainsi que Tuta commence à se constituer son propre harem de jeunes filles immortelles. Cependant, avant que tout cela ne se produise, on aperçoit un bâtiment blanc où une professeure aux cheveux roux nommée Negi entre dans l'école. Tous les élèves sont seuls dans une salle de classe. Elle est une vampire et vit depuis plus de 700 ans. Mais pour elle, être immortelle n'est pas du tout une bonne chose. Au contraire, elle considère cela plutôt comme une malédiction, un fardeau pesant. Des années plus tard, Evangeline, qui se fait désormais appeler Yuko-hime, semble un peu plus âgée qu'il y a 80 ans. Elle travaille comme professeure dans un collège. Un jour, un groupe de garçons, dont un certain Tuta et son ami, ont un lien particulier avec Tuta. Elle s'est occupée de lui presque comme une mère adoptive, c'est pourquoi elle est particulièrement stricte avec lui. Une fois l'école terminée, Tuta et ses amis se réunissent pour discuter de Yuko-hime et de la possibilité qu'elle utilise la magie, ce qui est censé être démodé. Il veut vaincre Yuko-hime et se rendre dans la capitale. Dans cette capitale se dresse une tour gigantesque, l'ascenseur orbital, et il est bien décidé à l'escalader. Après avoir parlé avec ses amis, Tuta s'arrête au cimetière pour visiter la tombe de ses parents. Ils ont eu un accident de voiture il y a 2 ans, et depuis lors, c'est Yuko-hime qui s'est occupé de lui. Il n'a pas de talent naturel pour la magie. Cependant, Takabana l'assure qu'il existe une autre voie, une autre solution. Takabana donne un bracelet à Tuta et lui dit de l'offrir à Yuko-hime en cadeau. Plus tard cette nuit-là, Tuta essaie encore de trouver comment donner le bracelet à Yuko-hime quand elle apparaît soudainement. Il lui tend maladroitement le bracelet et lui dit que c'est pour elle. Après cela, il s'enfuit rapidement. Yuko-hime ramasse le bracelet et le met. Après avoir quitté le centre commercial, il n'est pourtant pas comme tout le monde, car elle l'a transformé en créature immortelle lorsqu'elle l'a sauvé il y a 2 ans. Elle lui donne le choix, il peut soit utiliser le pouvoir qui est en lui, soit ne pas le faire. Pour l'utiliser, il doit boire son sang. Tuta décide de le faire et lèche le liquide rouge répandu sur le sol. Avec cela, Tuta trouve la force de se lever et affronte Takabana, lui disant de laisser ses amis tranquilles. Ils se précipitent l'un sur l'autre, mais Takabana met Tuta à terre une fois de plus. Juste après un certain temps, Yuko-hime et Tuta réalisent donc qu'ils doivent de quitter leur maison car ce n'est plus sûr pour elle. Quand Yuko-hime l'interroge sur son désir d'aller à la tour, Tuta ne lui dit pas toute la vérité et dit simplement que c'est quelque chose qu'il veut faire. Alors qu'il marche, Tuta remarque que la majeure partie des terres qu'il traverse est vide. Cela semble être un phénomène courant partout dans le monde et même la capitale s'appelle désormais Neo-Tokyo. Tuta se demande pourquoi il n'utilise donc pas un moyen de transport pour voyager plus vite. Yuko-hime explique qu'utiliser un moyen de transport pourrait attirer des chasseurs de primes, ce qui pourrait entraîner de la violence et des effusions de sang. C'est pourquoi ils choisissent de voyager à pied afin d'éviter tout problème inutile et de rester en sécurité. Tuta est très enthousiaste à l'idée d'aller dans la capitale car c'est une excellente occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire des amis. Au cours de leur voyage, ils décident en pompe de faire une courte pause. Saisissant l'instant, Tuta plonge dans l'eau pour se rafraîchir rapidement. Son bain paisible est interrompu lorsqu'il heurte quelque chose, ou plutôt quelqu'un. La personne qu'il rencontre se fâche et envoie Tuta voler hors de l'eau. Tuta, pensant avoir heurté une dame, s'excuse rapidement pour la confusion. Mais l'individu le corrige, affirmant qu'il n'est pas une femme. La personne est en fait un garçon nommé Takasaka Kuramaru. Kuramaru est assez impressionné par les réflexes rapides de Tuta, mentionnant qu'il est rare pour quelqu'un de son âge d'éviter son attaque surprise. Kuramaru continue en expliquant qu'il vient de la tour et se dirige maintenant vers la capitale. L'intérêt de Tuta est piqué lorsqu'il apprend ce détail de l'histoire de Kuramaru. Il sait que la famille de Kuramaru doit être très riche car seuls les nantis ont les moyens de vivre près du sommet de la tour. Kuramaru révèle qu'il a été banni par sa famille et qu'il lui est interdit de revenir tant qu'il n'aura pas localisé et vaincu une femme nommée Evangeline. Tandis qu'il parle, Kuramaru remarque que Tuta n'a pas de reflet dans le miroir. À ce moment précis, Yuko-hime apparaît et Kuramaru la reconnaît immédiatement comme la femme qu'il cherchait. Sans la moindre hésitation, il charge Yuko-hime avec son épée, mais elle bloque son attaque sans effort. Yuko-hime identifie Kuramaru comme l'un de ses ennemis de longue date, le Shinmei-rai. Confus par la situation, Tuta exige une explication et Kuramaru révèle qu'il appartient à un clan appelé les Yatagarasu, dont le but est de traquer les immortels. Il informe Tuta qu'il sait que Tuta est aussi un vampire. Cette nouvelle attriste Tuta car il avait espéré devenir ami avec Kuramaru. Sans se décourager, Kuramaru se renforce et tente d'attaquer Yuko-hime une fois de plus, mais elle lui enfonce simplement la main dans la poitrine, l'incapacitant. Tuta est choqué de voir Yuko-hime blesser Kuramaru. Mais Yuko-hime souligne que Kuramaru guérit rapidement parce qu'il est aussi un immortel. Kuramaru se réveille et explique qu'il doit vaincre Evangeline avant de pouvoir rentrer chez lui comme son frère le lui a ordonné. Yuko-hime propose un marché. Si Kuramaru parvient à vaincre Tuta, elle le combattra. Kuramaru accepte et donne une épée à Tuta pour qu'ils se battent. Tuta ajoute une condition, le perdant devra exaucer le souhait du vainqueur. Kuramaru accepte et leur combat commence.
Pendant leur bataille, il est évident qu'ils sont tous les deux plutôt coriaces. Kuramaru pense avoir gagné lorsqu'il tranche la tête de Tuta, mais Tuta le choque en ramassant sa tête et en la remettant en place. Ensuite, utilisant l'élément de surprise, Tuta met Kuramaru à terre et gagne. Tuta est un peu inquiet que Kuramaru ne se relève pas, mais il le fait. Kuramaru se lève, admettant sa défaite. Tuta lui révèle alors son souhait, il veut qu'ils deviennent amis. Kuramaru accepte et ils officialisent même cela avec un contrat. Plus tard, ils décident de prendre un bain. Tout en se relaxant dans le bain, Kuramaru se confie sur le fait d'avoir été expulsé de son clan pour être immortel. Après cela, Tuta élabore un plan audacieux pour escalader la falaise et jeter un coup d'œil au bain des dames, surtout qu'il sait que Yuko-hime y sera. Kuramaru est nerveux à l'idée d'espionner Yuko-hime car elle est l'une des vampires les plus redoutés de tous les temps, mais Tuta s'en moque et continue d'escalader jusqu'au bain des femmes. Là, il trouve une jeune fille seule et est confus quant à son identité. Elle lui dit alors qu'elle est en fait Yuko-hime. Tuta se souvient l'avoir vue sous cette forme de jeune fille lorsqu'il s'était évanoui lors de son précédent combat avec Takabana. Puis, juste devant lui, la jeune fille se transforme en la Yuko-hime plus âgée que Tuta reconnaît. Elle prenait une potion spéciale pour paraître plus vieille, mais la jeune fille est son véritable aspect. Soudain, Tuta n'est plus aussi désireux de regarder Yuko-hime qu'il l'avait imaginé. La voyant maintenant comme une simple enfant, Yuko-hime se met en colère et utilise sa magie pour créer des lances de glace acérées qu'elle lance sur Tuta, le faisant tomber de la falaise. Les femmes. Kuramaru voit Tuta tomber et se précipite pour le sauver, mais il réalise ensuite qu'il est inutile de le sauver, car Tuta est en fait immortel. Après cela, tous les trois décident de poursuivre leur voyage vers la capitale. Tuta suggère qu'ils rassemblent d'autres immortels pour former un groupe. Avec un groupe d'immortels, ils pourraient utiliser leur pouvoir pour le bien et avoir un impact positif. Quand Yuko-hime entend le plan de Tuta, elle rit et mentionne que quelqu'un qu'elle connaissait avait dit quelque chose de similaire il y a longtemps. Avant qu'elle ne puisse finir, un groupe de voitures arrive sur les lieux. Les personnes à l'intérieur des voitures en sortent et montrent du respect à Yuko-hime. L'une d'elles, nommée Karine, menace Tuta de s'être approchée de Yuko-hime. Cependant, Yuko-hime assure à Karine que Tuta est également immortel. Yuko-hime explique alors à Tuta qu'elle a déjà formé une organisation d'immortels appelée UQ Holder. Karine ne peut s'empêcher de se demander comment Yuko-hime a pu supporter Tuta pendant 2 années entières, car elle le considère comme n'étant pas le plus futé. Yuko-hime conseille à Karine qu'il serait judicieux de se lier d'amitié avec Tuta, car leurs capacités sont à peu près égales. Cette idée ne plaît pas du tout à Karine et elle finit par serrer sa tasse si fort qu'elle se brise. Finalement, ils atteignent leur destination depuis la côte de ce qu'on appelle Neo-Tokyo. Cet endroit est leur cachette secrète, mais ce n'est pas seulement pour comploter et planifier, ils ont aussi des sources chaudes. L'équipe du Q-Holder est ravie de retrouver Yuko-hime, leur chef parmi eux. 2 membres du groupe, Makabe, classé numéro 6, et Iku, numéro 10, viennent informer Tuta et Kuramaru de la situation. Ils expliquent qu'être immortel ne signifie pas forcément être un vampire. Dans ce groupe diversifié, il y a des mortels qui sont des bêtes de réalité virtuelle. Makabe révèle qu'il y a des créatures qui rôdent sous le palais et qui servent de test pour leurs compétences. Il suggère qu'ils s'engagent dans un duel pour déterminer s'ils sont aptes ou désireux de combattre Tuta, tandis que Kuramaru affrontera Makabe sans perdre de temps. Cela surprend Jinbei qui demande à Tuta comment il a réussi à faire cela. Tuta révèle que l'épée lui a parlé et que son nom est Kurobo. Il semble que l'épée soit restée dormante pendant longtemps, attendant quelqu'un de digne de la manier. L'histoire raconte que c'est l'épée qui choisit son utilisateur. Après que Tuta l'ait sortie, Jinbei lui dit qu'il a beaucoup à apprendre. L'épée possède de nombreuses astuces différentes, comme changer son poids, la rendre plus lourde ou plus légère. Tuta doit s'y habituer car cela causerait trop de problèmes s'il le faisait à l'extérieur. Le temps passe et Tuta, avec son ami Kuramaru, continue de s'entraîner. Après un certain temps, ils sont tous les deux mis à terre et sur l'écran, une icône apparaît indiquant qu'il a perdu une vie. Quand Makabe se remet sur pied, il admet que cela fait un bon moment qu'il n'a pas perdu de vie, mais il n'est pas trop inquiet puisqu'il lui en reste plus de 200. Avec cette victoire, Kuramaru a fait ses preuves et a gagné sa place dans le groupe UQ Holder, mais Yuko-hime est perplexe quant à la façon dont les monstres sont sortis de sous le bâtiment. Elle confie ensuite à Tuta et Kuramaru la tâche de nettoyer tous les monstres des niveaux inférieurs. Elle soupçonne que Jinbei est lié au chaos récent et décide qu'il devrait bientôt faire équipe avec eux. Kuramaru et Tuta sont convoqués au bureau de Yuko-hime pour une discussion. Là, elle les informe d'une nouvelle tâche qu'ils doivent entreprendre. Bien que le travail ait été initialement destiné à Karun, ils l'accompagneront tous les deux pour l'aider à le mener à bien. Ce sera leur première mission en tant que novice. Tuta est enthousiasmé à l'idée de se rendre sur le lieu de la mission en véhicule, mais son enthousiasme se transforme en surprise lorsqu'il apprend qu'ils devront en fait y aller à pied et en courant. Alors qu'ils se dirigent vers leur destination, Karine partage les détails de la mission. Elle explique à Kuramaru et Tuta qu'ils ont affaire à un groupe qui a l'intention de nuire aux moins fortunés, et que c'est leur travail en tant que membres du Q-Holder d'empêcher que cela ne se produise. Ils atteignent une église où les malfaiteurs, des envahisseurs, sont sur le point de mettre leur plan à exécution.
Tuta, plein d'énergie, fonce au milieu du groupe et les met tous à terre, presque sans se rendre compte de la rapidité avec laquelle il a agi. Après cela, tous les trois décident à bon prix de passer plus de temps avec les moins fortunés. Tuta prend la responsabilité de préparer les repas et d'aider à d'autres tâches. Tout le monde apprécie la nourriture que Tuta prépare et il commence à se demander s'il est un sauveur ou simplement un chef cuisinier. Étonnamment, même les méchants qui avaient été assommés plus tôt se rassemblent pour goûter la nourriture de Tuta et engager des conversations paisibles. Plus tard, Karin initie Tuta à l'entraînement au pas éclair et lui explique comment cela lui sera bénéfique à l'avenir. Sans perdre de temps, Tuta commence à pratiquer cette compétence pour améliorer sa vitesse. Cependant, pendant son entraînement, un homme apparaît soudainement et projette Tuta dans une poubelle voisine. Cette personne exprime sa déception quant à l'approche de Tuta de l'entraînement au pas éclair, affirmant que tout ce qu'il fait est incorrect. L'homme au bandana démontre la bonne façon d'exécuter la compétence du pas éclair. Ses mouvements sont si précis qu'il ne reste aucune trace de poussière derrière lui. C'est vraiment impressionnant et il peut même utiliser cette capacité pour dessiner à une vitesse incroyablement rapide. Kaido suggère à Tuta d'utiliser cette compétence lors d'un match de bras de fer, mais Tuta considère cela comme de la triche et refuse. Après plusieurs exemples de la façon dont la compétence peut être utilisée, l'homme se présente finalement à Tuta. Le nom de cet homme est Kaido et c'est un artiste martial. Il est prêt à enseigner à Tuta les deux compétences dont il a besoin pour perfectionner sa capacité de pas éclair. Il assure à Tuta que la première technique est la plus difficile et qu'une fois qu'il pourra la maîtriser, il sera prêt. Kaido est prêt à faire de Tuta son élève une fois qu'il sera capable de maîtriser la première compétence. Au fil des jours, Kaido continue d'entraîner Tuta sur les choses qu'il est censé faire s'il compte maîtriser la technique. Tuta est très méticuleux concernant cette compétence et il s'y est donné à fond. Tout le monde le remarque, mais personne ne sait ce qu'il compte faire. Ensuite, on voit Kaido rencontrer un autre homme nommé Nagumo. Kaido lui parle de Tuta, mais Nagumo avertit Kaido de ne pas s'attacher à lui. Kaido révèle qu'il ne faisait que plaisanter avec le groupe avant de se transformer en sa véritable forme de loup. Il s'avère que Kaido et son groupe sont des chasseurs d'immortels et ils prévoient d'éliminer Tuta et ses amis. Peu de temps après, des gardes censés sécuriser l'endroit sont pris en embuscade par un groupe de personnes masquées. Pendant ce temps, Karin est soudainement confrontée par un homme mystérieux et puissant dans la salle de bain. Cet homme semble être l'un des chasseurs d'immortels et parvient à instiller la peur chez Karin. Elle le prévient de partir tant qu'il peut encore se sauver. Ignorant son avertissement, l'homme sort un bâton et le force dans la bouche de Karin, lui causant un grand inconfort. Par cet acte, l'homme réalise que Karin pourrait être immortelle parce qu'elle peut encore ressentir de la douleur. L'homme se présente comme Kaio, qui travaille pour une société de sécurité privée appelée Powerful Hand. Son travail est de maintenir Karin occupée. Pendant ce temps, Tuta découvre que les bidonvilles sont en feu. Alors qu'il essaie de découvrir la cause de l'incendie, il est pris en embuscade par le même groupe masqué qui a attaqué les gardes. Kuramaru vient aider Tuta et le met au courant de ce qui se passe. Il explique que les assaillants masqués sont des poupées d'ombre que quelqu'un peut contrôler à distance. Soudain, un loup apparaît et un homme nommé Nagumo l'accompagne. Voyant la situation dégénérer, Tuta dit à Ruki de se mettre en sécurité et d'aider à gérer les problèmes qui se propagent dans la ville. Après cela, le loup-garou charge Tuta et jette un sort qui l'immobilise. Tuta est incapable de riposter. Kuramaru est laissé seul pour affronter les ennemis. Pendant ce temps, Kaio continue d'affronter Karin dans la salle de bain. Il parvient à la plaquer contre le mur et utilise un couteau électrique pour la maintenir soumise, tandis que les poupées masquées apparaissent. Kuramaru tient bon face au loup-garou. Le loup est puissant, mais Kuramaru est déterminé à tout donner pour le vaincre. Soudain, le loup apparaît rapidement à côté de Kuramaru en utilisant une super vitesse. Il le projette au sol et lui assène une série de coups violents. Kuramaru s'effondre sous l'assaut et c'est Tuta qui est là. Tout le monde est stupéfait, se demandant comment Tuta est capable de bouger malgré le sceau qui le retient. Non seulement cela, mais ses bras émettent également une mystérieuse aura sombre. Pendant ce temps, dans la salle de bain, Kaio continue de tourmenter Karin jusqu'à ce qu'elle riposte en pensant à papa pour utiliser le pas éclair. Quand Kaido réalise que sa véritable identité a été révélée, il reprend sa forme normale. Kaido se prépare à un combat contre Tuta. Ils se chargent mutuellement, mais Tuta surprend Kaido en démontrant une maîtrise du pas éclair bien au-delà de ce que Kaido avait anticipé. À un moment critique, Kaido décide de déchaîner une technique cachée qu'il n'avait jamais montrée à Tuta auparavant. Avec une compétence qu'il n'a jamais enseignée à Tuta, Kaido fonce sur lui. Tuta est pris au dépourvu et avant qu'il ne s'en rende compte, la main de Kaido transperce sa poitrine. Ou comme la Magia Rebia, une magie noire qui détient le secret de l'immortalité. Seules 2 personnes dans l'histoire connue ont été réputées posséder ce pouvoir. L'une est Évangeline et l'autre est considérée comme le plus grand mage du monde. Dans une démonstration de sa puissance grandissante, Tuta s'empare de Kaido et le projette au loin. Karin intervient pour empêcher Nagumo de s'immiscer, déclarant que Tuta est leur responsabilité. Tuta est sur le point de vaincre Kaido. Un concours à la place. Kaido essaie d'utiliser son mouvement secret, mais cela ne fonctionne pas. Tuta finit par gagner et envoie Kaido s'écraser au sol.
Karine réalise qu'elle n'avait pas donné assez de crédit à Tuta. Nagumo s'avance pour emmener Kaido maintenant que leur travail est terminé. La ville autour d'eux brûle et il semble qu'il n'y ait aucun moyen d'éteindre les flammes. C'est alors que Yuko-hime apparaît et utilise un sort de glace pour éteindre l'incendie. Tuta est curieux de savoir comment Yuko-hime connaît Nagumo et elle lui dit qu'elle lui expliquera plus tard. Pendant tout ce temps, quelqu'un les observait depuis un écran géant. Ensuite, Kuramaru tient Kurobo et l'interroge sur la Magia Rebia, craignant que cela ne cause des problèmes à Tuta. Kurobo change de sujet et taquine Kuramaru sur ses sentiments pour Tuta. Kuramaru s'agite, le nie et jette Kurobo de côté avant de s'enfuir. Pendant ce temps, Shinobu a assemblé un appareil qu'elle compte inscrire à la course solaire. Tuta semble vraiment fasciné par son invention et ne cache pas son admiration. De loin, Kuramaru les observe et il semble qu'il ressente une pointe d'envie. Plus tard, Karine se dirige vers Kuramaru pour l'informer de sa tâche. Elle surprend Kuramaru en train de s'habiller et découvre que Kuramaru est en fait une fille qui se faisait passer pour un garçon. Kuramaru supplie Karine de garder cela secret de Tuta et propose de lui raconter son histoire. Il s'avère que Kuramaru est un demi-humain connu sous le nom de Yata no Kurasu. Ils n'ont pas de genre spécifique avant d'atteindre l'âge adulte et à l'âge de 16 ans, ils peuvent choisir le genre auquel ils s'identifient. Après avoir appris cela, Karine devient agressive envers Kuramaru et suggère qu'elle devrait choisir d'être une femme. Karine veut que Kuramaru passe sa vie avec Tuta afin qu'il n'ait pas à déranger Yuko-hime. Karine admet même ses propres sentiments pour Tuta bien qu'elle soit réticente à les accepter. Soudain, Iku, qui écoutait de loin, se révèle. Il affirme avoir tout entendu mais promet de garder le secret. Iku propose également d'aider Kuramaru et suggère qu'elle aille à un rendez-vous avec Tuta. Kuramaru se déguisera en fille et changera la couleur de ses cheveux en blond, ce qui se trouve être la préférence de Tuta. Quand Kuramaru apparaît sous son nouveau déguisement, Tuta parle encore d'elle. Elle parvient à le tromper en se faisant passer pour la sœur de Kuramaru et le convainc de l'accompagner en ville pour une visite. Karine et Iku sont ravis que le plan ait fonctionné, mais Iku réalise vite qu'il devra accomplir les tâches de Kuramaru, ce qui le met dans une situation délicate. Kuramaru, qui se présente comme Kiryu à Tuta, l'accompagne pour obtenir la permission de Shinobu d'emprunter le véhicule qu'elle vient de fabriquer afin qu'il puisse les emmener en ville. Il monte dans le véhicule et l'utilise Bokoku pour se rendre en ville. Kuramaru est heureuse de passer du temps seule avec Tuta. Elle peut facilement voir à quel point il est attentionné dans tout ce qu'il fait. Kuramaru dit qu'elle aimerait aller à la tour et Tuta accepte de l'y emmener. Pendant ce temps, un individu les traque et il a l'air plutôt dangereux. Par ailleurs, le jeune homme aux cheveux blancs, qui gardait un œil sur Tuta, apprend que ce dernier se dirige vers la capitale. Il décide donc de le suivre jusqu'à cet endroit. Quand Tuta atteint la tour, il est complètement ébloui par son incroyable hauteur. Il brûlait d'envie de l'escalader et c'est enfin l'occasion rêvée. De plus, une personne insistante le pousse constamment à atteindre le sommet. Au cours de leur conversation, Tuta confie qu'il considère Kuromaru comme son meilleur ami, imaginant qu'ils resteront unis pour toujours. Kuromaru en déduit alors que Tuta accepte parfaitement son identité masculine. Mais voilà que Tuta le qualifie de mignon, plongeant Kuromaru dans une certaine confusion, se demandant s'il ne devrait pas plutôt être une fille pour continuer à être perçu comme tel par Tuta. Kuramaru s'apprête à peine à avouer ses sentiments à Tuta lorsque Kaio, l'inquiétant harceleur, surgit en compagnie d'un mage de l'ombre nommé Asura. Tuta se retrouve alors aspiré dans le royaume des ombres et la pauvre Kuramaru est mise à terre, se sentant affaiblie car elle n'est pas encore habituée à sa forme féminine. Cependant, Kuramaru comprend que Kaio et Asura ont l'intention d'enlever Tuta et elle décide d'intervenir. Elle se jette sur eux et, surprise, elle est également immortelle. Asura la projette alors par la fenêtre, mais Kuromaru sait pertinemment qu'elle ne peut vaincre Asura dans sa forme actuelle, trop affaiblie. Finalement, Kuromaru est vaincue et Kaio l'expédie elle aussi dans le royaume des ombres, comptant la livrer à leur chef. Mais c'est alors que Kuromaru dévoile sa véritable puissance, retire son déguisement et réussit à secourir Tuta, toujours inconscient, des mains de leurs adversaires. Kaio est projeté hors du bâtiment et Asura bat en retraite, car la police est arrivée sur les lieux. Une fois le chaos retombé, Tuta reprend conscience et se met aussitôt à chercher Kiryu. Kuramaru, désireux d'épargner toute inquiétude à Tuta, l'assure qu'il a maîtrisé les assaillants à lui seul et que Kiryu est désormais en sécurité. Rempli de gratitude, Tuta exprime ses sincères remerciements à Kuromaru pour l'avoir secouru. Pendant ce temps, Kuromaru reste profondément préoccupé par le dilemme de son identité, masculine ou féminine, une décision qui semble demeurer irrésolue et en suspens. Dans une autre séquence de l'histoire, nous apercevons Kiri Sakurahime, membre du groupe UQ Holder. Elle est absorbée par l'exécution répétée d'un rituel bien particulier. Iku, intrigué par cette activité inhabituelle, l'interroge sur la signification profonde de ce moment. Kiri répond, laissant subtilement entendre qu'un événement d'une grande importance est sur le point de se dérouler, sans pour autant révéler le moindre détail. Tuta se dépêche de retourner à la base qui jouait avec le sable de Kuromaru. Iku met en garde Tuta. Kiri a beau paraître jeune, elle est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Kiri prend alors Tuta à part et commence à lui exprimer sa colère de ne pas l'avoir mise en sécurité. Elle lui impose alors une série de règles plutôt farfelues à respecter.
Tuta, agacé, finit par lui dire d'arrêter de le tourmenter ainsi. Kiri insiste, affirmant qu'il a commis une grave erreur. Tuta s'apprête à l'affronter, protégeant lui saisit les mains. Au moment même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, il se retrouve de nouveau sous le même arbre où Kiri jouait précédemment. Un effrayant monstre de l'ombre lui révèle alors qu'il vient tout juste de les renvoyer dans le passé. Iku et Karin arrivent, cherchant Kiryu. Alors que Tuta s'apprête à révéler que Kiri a fait remonter le temps en le frappant à la jambe, Kiri l'interrompt vivement. Elle insiste ensuite pour que Iku et Karin les reconduisent à la capitale, où Kiryu les attendra à bord d'un bateau. Kiri prend un instant pour expliquer à Tuta que ses capacités ne relèvent pas de la magie, mais d'un pouvoir unique qu'elle seule détient. Elle décrit comment les sables l'aident à revenir à son dernier moment enregistré. De plus, si elle tient la main de quelqu'un au moment de sa mort, elle peut emporter l'âme de cette personne avec elle. Elle révèle être la 9e détentrice de ce pouvoir, connue sous le nom de Kiri Sakurahime. Même Karin ignore la véritable portée des capacités de Kiri. Kiri explique ensuite qu'ils ont déjà traversé plusieurs tentatives et qu'à chaque fois, Tuta s'est montré incapable de la protéger. Ce cycle d'événements s'est répété à de multiples reprises, Kiri réinitialisant le temps dans l'espoir de trouver une issue favorable. À chaque fois, elle espère obtenir un résultat différent, mais jusqu'à présent, leurs tentatives n'ont malheureusement pas été couronnées de succès. Kiri commence alors à raconter l'histoire de leur toute première tentative. Elle se remémore toutes les paroles prononcées par Tuta à ce moment-là. Dans cette chronologie spécifique, Tuta avait réussi à la protéger et à vaincre un certain Kaio. Kiri poursuit en expliquant l'existence d'une personne nommée Fate of Arancis, réputée être le mage le plus puissant de tous les temps. Le plan de Fate est de s'emparer de Tuta. Kiri raconte qu'elle et Kuramaru ont été brièvement séparés de Tuta et Iku suite à une explosion. Kuramaru s'est précipité vers le lieu de l'explosion sans laisser à Kiri la moindre occasion de s'expliquer. En arrivant sur les lieux, il découvre que Fate of Verunkus est en train d'attaquer l'intégralité de leur escouade. Il affirme être le tuteur légal de Tuta et être venu pour l'emmener. Alors qu'il s'apprête à transformer Kiri en pierre, celle-ci met rapidement fin à sa propre vie afin de pouvoir tout réinitialiser une fois de plus. Tuta est véritablement stupéfait en apprenant tous ces détails. Il interroge Kiri sur l'identité de Fate et elle lui explique que Fate est un utilisateur de magie terrestre, autrefois perçu comme un héros, mais qui s'est désormais retourné contre l'humanité pour des raisons encore obscures. Kiri ne sait pas exactement pourquoi Fate prétend être le tuteur légal de Tuta, mais elle est convaincue que la situation deviendra très grave si Fate parvient à s'emparer de lui. Pendant qu'ils discutent de cela, Karin arrive. Ayant surpris leur conversation, Karin comprend désormais la véritable nature des pouvoirs de Kiri. Kiri avait jusqu'alors gardé ses pouvoirs secrets, ne souhaitant pas que les autres découvrent ses vulnérabilités. Tuta la rassure, l'exhortant à ne pas s'inquiéter car Iku et le reste du groupe ne lui feraient jamais de mal. Karin et les autres assurent également déjà le moment et le lieu de son attaque personnellement à ce que Kiri soit comment renverser la situation et le capturer. Yukihime, leur leader, a d'ailleurs donné son entière approbation pour cette mission. Il leur faut simplement élaborer un plan A et un plan B. Ils se rendent ensuite à l'endroit précis où Fate est censé apparaître et commencent à discuter de leur stratégie. Tuta sera chargé d'attirer l'attention de Fate tandis que Karin et Iku agiront comme des diversions. Kuramaru et Kiri seront prêts à apporter leur aide, Kuramaru s'efforçant de positionner Kiri discrètement derrière Fate dès son arrivée. Une fois que Kiri aura réussi à toucher Fate, tous leurs problèmes seront résolus. Elle conduira ensuite Fate au sous-sol de l'installation où il lui faudra un temps considérable pour trouver un moyen de s'échapper. Toute l'équipe est extrêmement désireuse d'accompagner Kiri lorsque le moment opportun se présentera et elle accepte de les emmener avec elle. Leur mission principale est de s'assurer d'atteindre Kiri avant qu'elle n'escorte Fate jusqu'au sous-sol. Kiri les prévient clairement que s'ils arrivent en retard, elle ne les attendra pas. Le plan étant désormais entièrement établi, ils commencent à le mettre en exécution. Tuta est désigné pour maintenir le contact avec chacun en utilisant son smartphone. Au cours des préparatifs, Tuta s'interroge sur l'absence de Yukihime, dont la force serait pourtant si précieuse pour leur mission. Kiri explique que si Yukihime se trouvait à proximité, Fate percevrait sa présence dès qu'il s'approcherait, ce qui risquerait de compromettre l'intégralité de leur plan. Pendant que Tuta discute de cette stratégie avec l'équipe, une personne mystérieuse, vêtue d'un sweat à capuche, passe et heurte accidentellement ses mains. Cet incident attise encore davantage la curiosité de Tuta concernant Fate, et à cet instant précis, une vidéo apparaît sur son téléphone où Yukihime explique l'identité de Fate. Yukihime révèle que Fate a joué un rôle crucial dans la résolution d'un problème majeur sur Mars, il y a environ 80 ans, un événement qui a finalement permis de sauver le monde. À cette époque, Negi Springfield, qui n'était autre que le grand-père de Tuta, était également présent et ils entretenaient une solide amitié. Cependant, après le décès de Negi, survenu il y a une vingtaine d'années, Fate a commencé à se comporter de manière étrange et est devenu une menace pour l'humanité. Yukihime précise que Fate s'intéresse à Tuta en raison de son lien passé avec Navi. Elle met en garde Tuta de se méfier de tout ce que Fate pourrait tenter de lui dire, puis la vidéo se termine. Immédiatement après, Fate apparaît mais l'adolescent ne peut pas utiliser son taser sur lui, car les amis d'enfance de Tuta, originaires de son village, se trouvent juste à côté de Fate. Il se retrouve sans autre option que d'attendre et d'observer ce qui va se dérouler. Soudain, les amis de Tuta le remarquent et se précipitent boitin vers lui. À cet instant précis, Iku constate que Fate se trouve légèrement éloigné des amis de Tuta, lui offrant ainsi une opportunité d'utiliser son laser. Alors qu'il s'apprête à l'activer, il est soudainement attaqué par derrière. Fate apparaît juste derrière l'un des amis de Tuta, posant délicatement sa main sur son épaule. Tuta, déjà tendu et en sueur, se prépare au scénario le plus sombre. Cependant, Fate se présente avec un calme olympien comme un vieil ami du grand-père de Tuta.
En entendant cela, les amis de Tuta sont désireux de se présenter à leur tour, mais Fate les interrompt, révélant qu'il connaît déjà leurs identités. Il énonce avec assurance leurs noms, Nikumaru Tanaka et Toru Mitsuhashi, signifiant ainsi qu'il les a pris en otage. Fate propose alors à Tuta de l'accompagner afin d'éviter que quiconque dans la zone, y compris ses amis, ne subisse le moindre préjudice. Étant donné que Fate détient une puissance écrasante, Tuta réalise qu'il n'a absolument aucune chance de le défier. Tuta étant désormais sous son emprise, Fate lui suggère d'ordonner à ses amis de sortir de leur cachette et de déposer leurs armes. Cependant, Tuta s'oppose catégoriquement et déclare avec fermeté qu'il n'accompagnera jamais Fate. Dans ce moment de tension extrême, Kurobo atterrit prestement dans les mains de Tuta, incitant ce dernier à alerter tout le monde, les avertissant de la présence d'un individu dangereux. Cela crée une diversion opportune, permettant à Karin de se glisser discrètement derrière Fate et de lancer une attaque. Malheureusement, Fate part sans le moindre effort les assauts de Karin. Tuta se précipite alors vers Fate, tentant de le frapper, mais Fate bloque leurs attaques avec une facilité déconcertante, un sourire aux lèvres. Ce sourire exaspère profondément Tuta, attisant son désir d'attaquer Fate avec encore plus de fureur. Tuta augmente alors le poids de son épée à une valeur stupéfiante de 500 000 fois son poids initial, ce qui lui permet de percer la barrière défensive de Fate. Témoin de cette prouesse, le camarade de Fate perd momentanément sa concentration sur Iku, ce qui permet à ce dernier de se libérer et de déchaîner son attaque laser sur Fate. Cependant, Fate érige aussitôt une nouvelle barrière pour intercepter le rayon. Alors que Fate semble prendre clairement l'avantage, Kiri surgit soudainement et bondit vers lui. Elle l'étreint dans l'espoir de gagner du temps pour que ses camarades puissent se regrouper et la rejoindre. Malheureusement, cela s'avère être une erreur des plus fatales. Saisissant cette opportunité inattendue, Fate transforme Kiri en pierre, neutralisant ainsi de manière décisive leur atout majeur. Il les nargue, se moquant ouvertement de leur absence totale d'options. Iku continue de projeter son laser sur Fate, offrant ainsi une précieuse occasion à ses camarades de prendre la fuite. Cependant, Tuta prend la décision de rester et d'affronter Fate, persuadé qu'il subsiste encore une part d'humanité en lui. Soudain, un autre allié de Fate, nommé Shaba, fait son apparition et engage Karin dans un combat acharné. Pendant ce temps, Asura se joint à la mêlée et affronte Kuramaru. L'adversaire d'Iku est une femme répondant au nom de I. Bien que Karin sache pertinemment que la retraite serait la meilleure option, leurs ennemis refusent catégoriquement de les laisser s'échapper si aisément. Tuta se jette sur Fate utilisant sa technique de coup éclair, mais Fate dévie l'attaque sans le moindre effort et projette Tuta violemment contre un mur. Fate apparaît alors prestement derrière Tuta, déchaînant un véritable déluge de lames. De manière remarquable, Tuta parvient à esquiver chaque lame bien qu'il perde sa chemise au cours de l'action. Tuta comprend alors très vite que Fate n'est pas seulement le magicien le plus puissant du monde, mais qu'il est également un expert en arts martiaux, ce qui en fait un adversaire véritablement redoutable. Il se jette sur Fate, modifiant le poids de son épée à des moments variés afin de le déstabiliser. Pendant qu'ils combattent, Tuta reçoit un appel de Karin qui l'informe de l'apparition de mystérieux chiffres sur le bras de Kiri. Comprenant que Kiri prépare quelque chose et n'a pas du tout abandonné, ils savent qu'ils doivent absolument maintenir Fate et ses alliés occupés jusqu'à ce que ces chiffres atteignent 0. Tuta réussit à les contenir jusqu'à ce que le compte à rebours prenne fin. Au moment précis où le chronomètre atteint 0, Fate réalise, mais trop tard, que Kiri a mis au point un remède contre la pétrification. Kiri saisit cet instant pour agripper Fate et les autres la rejoignent aussitôt. Ensemble, ils réussissent à battre en retraite avec succès, marquant ainsi leur 10e tentative. Fate se retrouve alors piégé au sous-sol, encerclé par Tuta et ses amis. Yukihime, également présente sur les lieux, se moque ouvertement de Fate pour être tombé dans le piège astucieusement tendu par ces jeunes gens. Fate est tout à fait prêt à affronter Yukihime et il est convaincu d'avoir les meilleures chances de l'emporter. Cependant, il réalise que s'il s'engage dans un tel combat, il devra également faire face à 4 autres immortels en plus d'elle. Ne souhaitant pas s'épuiser inutilement, Fate leur soumet une proposition. Il suggère que s'il le laisse partir, il répondra en toute sincérité à n'importe quelle question qu'ils lui poseront. Il affirme détenir une connaissance universelle, ainsi chaque personne a le droit de lui poser une unique question. Tuta est impatient de poser sa question, mais ses amis l'exhortent à patienter. Il lui suggère d'écouter d'abord leurs propres questions, afin qu'il puisse ensuite déterminer la question la plus cruciale à poser. Iku prend la parole en premier et interroge Fate sur ses véritables intentions à l'égard de Tuta. Fate révèle qu'il poursuit Tuta dans le but d'utiliser son pouvoir pour ramener Negi à la vie. Cette révélation surprend énormément Tuta qui avait toujours cru son grand-père décédé et découvre à cet instant que ce n'était pas la vérité. Ensuite, c'est au tour de Karin de poser sa question. Elle demande alors qui Negi aimait le plus, de lui ou de Yukihime. Fate se retrouve dans une position particulièrement délicate face à cette question car une réponse trop directe risquerait de mettre Yukihime en colère, le plaçant potentiellement en grand danger. Ensuite, Kuramaru pose également sa propre question à Fate. Elle lui demande si Tuta est contraint de partir avec lui immédiatement, ce à quoi Fate répond par la négative. Il révèle que Negi ne décédera pas avant au moins les 2 prochaines décennies. Cependant, lorsque ce moment arrivera, le monde entier connaîtra également sa propre fin, en même temps que Nagi. Malgré cette révélation, Fate assure à Tuta qu'il n'est pas nécessaire qu'il l'accompagne sur le champ. Lorsque vient enfin le tour de Tuta de poser sa question, il demande directement à Fate s'il est bien l'unique responsable de la mort de ses parents. Fate l'admet sans détour et Tuta entre dans une fureur noire en entendant cette terrible vérité.
Ils s'apprêtent à attaquer Fate, mais leur confrontation est brusquement interrompue par l'apparition soudaine d'une image de Nagi. Cette image semble être une communication en direct provenant d'un endroit encore inconnu. Yukihime utilise la télépathie pour s'adresser à Kuramaru et lui donne l'instruction d'observer Tuta avec la plus grande attention. Elle mentionne qu'un dispositif est implanté sur Tuta, lui permettant de communiquer avec Negi. Yukihime ordonne alors à Kuramaru de détruire cet appareil sans délai. Suivant ses ordres, Kuramaru s'approche et parvient à démanteler le dispositif avec succès, juste avant que Negi ne puisse révéler à Tuta l'intégralité de la vérité concernant l'événement en cours. Suite à cela, Fate et Yukihime s'accordent sur le fait qu'il serait préférable de maintenir Tuta dans l'ignorance des véritables circonstances. Une fois que la situation se calme et que Fate est autorisé à partir, Kiri se sent vexé d'avoir été tenu à l'écart de toute cette épreuve. Pendant ce temps, Tuta ne cesse de presser Yukihime de lui révéler les secrets concernant son grand-père, mais elle n'est pas encore disposée à les partager. Elle referme la porte de son bureau et exprime silencieusement son profond regret. Peu de temps après, une femme âgée et une jeune fille arrivent, cherchant Yukihime et Tuta. Alors que Tuta déguste un repas préparé par Shinobu, la dame nouvellement arrivée fait irruption avec fracas. Elle se présente sous le nom de Yukihira et affirme que Tuta est issu d'une lignée d'hommes qui, historiquement, ont toujours su charmer les femmes. Ses ancêtres ayant une telle réputation, elle précise que l'arrière-grand-mère de Yukihime elle-même fut également séduite par l'un d'eux. Yukihira est fermement résolue à empêcher que d'autres femmes ne succombent à leur charme. Elle se jette sur Tuta qui la repousse avec une force considérable, la projetant au loin. Cependant, Tuta la rattrape aussitôt en plein vol et la dépose délicatement sur un toit. Là, Yukihira lui révèle son véritable objectif. Elle souhaite que Tuta l'épouse. Mais Tuta décline poliment sa proposition, arguant que tout cela est bien trop précipité. Pendant ce temps, dans le bureau de Yukihime, une conversation se déroule entre elle et son arrière-grand-mère. Elles se remémorent leurs années d'université, à l'époque où Negi, qui n'est autre que le grand-père de Tuta, était leur professeur. Il semblerait qu'à ce moment-là, toutes les jeunes filles se disputaient l'attention de Negi, et l'arrière-grand-mère de Yukihime faisait partie de celle-ci. Pendant ce temps, Yukihira s'affaire à préparer des repas pour Tuta dans une tentative de conquérir son cœur. Kiri et les autres jeunes filles ont remarqué que Yukihime prépare elle-même la nourriture, ce qui les préoccupe grandement. Elles craignent que Yukihime ne dispose d'un avantage certain pour gagner l'affection de Tuta. Kiri tombe même à genoux, mais elle demeure toujours hésitante à avouer ses profonds sentiments pour Tuta. Karine est d'avis que les jeunes filles mortelles, telles qu'elles, possèdent un avantage certain sur les immortels pour conquérir le cœur de Tuta. Cette situation continue de briser le cœur de Kiri, car elle réalise avec amertume que leurs chances de gagner l'affection de Tuta s'amenuisent de jour en jour. Iku fait alors son apparition et informe les jeunes filles qu'il détient une solution à leur délicate situation. Sa solution proposée consiste à passer du temps avec Tuta aux sources chaudes. Cependant, Kiri et Karine s'opposent d'abord à suivre la suggestion d'Iku. En guise de riposte, Iku menace de révéler leurs secrets aux jeunes filles humaines. Craignant les graves conséquences, Kiri et Karine le supplient de ne pas divulguer cette information et commencent, à contre-cœur, à envisager sérieusement sa proposition. Pendant ce temps, l'arrière-grand-mère de Yukihira et Yukihime poursuivent leur conversation au sujet de Negi et de leurs souvenirs universitaires. Yukihime a toujours nourri une profonde peur de laisser partir les êtres chers, et son arrière-grand-mère lui remémore une parole de Negi, qu'il suffit d'un peu de courage. Ainsi, Iku présente une solution potentielle au dilemme des jeunes filles, ce qui engendre un certain conflit interne au sein du groupe. Par ailleurs, l'arrière-grand-mère de Yukihira prodigue des paroles de sagesse à Yukihime, lui rappelant que le courage peut véritablement changer le cours d'une vie. C'est ainsi que Tuta et Iku décident d'entrer ensemble dans la source chaude, Iku profitant de cette occasion pour accorder aux jeunes filles un peu de temps afin qu'elles puissent prendre leurs décisions. Iku avait précédemment fait savoir que pour devenir la favorite de Tuta, les jeunes filles devraient lui frotter le dos à 5 reprises. De manière tout à fait inattendue, Karine fait son apparition, surprenant Iku. Il avait en effet supposé que Karine n'éprouvait aucun intérêt pour Tuta, mais la voilà bel et bien présente. Karine prétend n'être là que pour observer, mais elle sort aussitôt une brosse et plaque Tuta au sol, commençant à lui frotter le dos avec vigueur. Cependant, Kiri arrive et intervient, s'interrogeant sur la raison de ce comportement soudain de Karine, elle qui avait auparavant manifesté un désintérêt total. Yukihime fait également son entrée et la situation se transforme rapidement en une véritable bataille pour déterminer qui aura l'opportunité de frotter le dos de Tuta. Tandis que le moment précis où l'agitation atteint son paroxysme, Kuramaru arrive et éloigne Tuta. Ce n'est qu'à ce moment-là que les autres générales qu'elles sont arrivées trop tard et que Yukihime s'est déjà approprié la tâche de frotter le dos de Tuta. Iku dit aux jeunes filles qu'elles n'ont pas à s'inquiéter si Yukihime et Tuta nourrissent déjà des sentiments l'un pour l'autre. Après avoir prononcé ces mots, Iku quitte prestement les lieux. Yukihime et Shinobu s'installent alors ensemble pour discuter de leur rivalité concernant Tuta. Yukihime explique qu'elle est présente pour veiller sur Shinobu, car cette dernière semble vulnérable, mais qu'elle ne la laissera pas pour autant conquérir l'affection de Tuta. Ce soir-là, Tuta et Yukihime se retrouvent sur le quai. Yukihime a son apparence habituelle et Tuta est intriguée de savoir pourquoi elle choisit de se montrer ainsi. Yukihime mentionne qu'elle a quelque chose de très important à lui confier et qu'elle souhaite le faire sous sa véritable forme. Avant qu'elle ne puisse en dire davantage, Tuta l'interrompt pour lui demander si elle aime Negi. Yukihime confesse alors qu'elle aime effectivement Negi et qu'elle conserve toujours des sentiments profonds pour lui. Elle révèle que le Negi qui est apparu tout récemment n'est pas du tout le Neji dont elle est tombée amoureuse. Elle explique que Negi a vaincu un sorcier maléfique connu sous le nom de créateur de vie ou mage du commencement et dont le véritable nom est Yalda Bayot il y a de cela 20 ans.
Cette magicienne prend possession du corps de quiconque la vainque, lui permettant ainsi de continuer à vivre. Cela signifie que Negi est sous le contrôle de la mage du commencement depuis 20 longues années. Yukihime et Fate veulent tous deux sauver Negi, mais ils ne s'entendent pas sur la méthode, ce qui les pousse à se séparer. Pendant leur conversation, Tuta mentionne que Negi semblait vouloir lui communiquer quelque chose juste avant de disparaître. Yukihime révèle alors une vérité des plus importantes. Les personnes que Tuta croyait être ses parents et qui sont morts dans un accident n'étaient en fait pas ses parents biologiques. En réalité, l'accident a été causé par le destin et les personnes décédées n'avaient aucun lien de parenté avec lui. Curieux de connaître ses vrais parents, Tuta demande s'ils sont toujours en vie. Yukihime admet que Tuta a en fait été créé à partir du matériel génétique de Negi, faisant de Tuta un clone pur de Negi. Tuta est sidéré par cette révélation choquante et se confie plus tard à Kuromaru sur ce qu'il a appris. Alors qu'ils discutent de la situation, Yukihime fait irruption dans la pièce et invite Tuta avec enthousiasme au tournoi d'arts martiaux de Maora qui se déroule en ce moment même. Rempli d'anticipation, il se dirige vers le lieu du tournoi et Tuta est absolument ravi d'être là. Yukihime en profite pour expliquer le fonctionnement du tournoi et la manière dont les immortels y participent. Tuta devient impatient d'y participer lui-même et commence à chercher un membre du personnel pour s'informer sur les inscriptions. Il en trouve finalement un, mais à sa grande déception, il apprend que les participants sont déjà choisis et qu'un des concurrents actuels est dans l'incapacité de concourir. Tuta ressent une certaine tristesse en apprenant cette nouvelle. Cependant, il décide rapidement qu'il participera au tournoi l'année suivante à la place. Cela lui donnerait l'occasion de devenir encore plus fort et de mieux se préparer pour la compétition. Malgré ce contretemps initial, Tuta décide de les accompagner. Ayaka, avec les deux femmes, escorte Tuta jusqu'à la salle de classe où son grand-père enseignait autrefois. Ici, Tuta rencontre une autre des anciennes élèves de son grand-père, Seo. Bientôt, Kiri et Kuromaru arrivent et sont choqués de voir Yukihime toute seule. Elle explique que son arrière-grand-mère a emmené Tuta, la soupçonnant de vouloir faire des bêtises d'autisme avec lui. Dans la salle de classe, Ayaka se lève de son fauteuil roulant pour regarder de plus près le visage de Tuta, ravi de rencontrer le petit-fils de Negi. Tuta tente de clarifier qu'il n'est pas le vrai petit-fils de Negi, mais Ayaka insiste pour le considérer comme tel, et rien d'autre. Les femmes le serrent tour à tour dans leurs bras, essayant de se remémorer Negi à travers Tuta. C'est alors que Mana reçoit un appel téléphonique l'informant que 2 des concurrents sont blessés, mais qu'ils ont réussi à trouver un remplaçant et n'en ont besoin que d'un seul de plus. Elle regarde Tuta et décide qu'il est le choix parfait pour remplacer le concurrent blessé. C'est l'heure du combat et Tuta est le premier à monter sur le ring après avoir été choisi comme remplaçant. Kiri et Kuromaru interrogent Yukihime, se demandant si elle a joué un rôle pour faire entrer Tuta dans le tournoi, mais elle le nie catégoriquement. Tuta entre sur le ring face à son adversaire qui s'appelle Tina, et toute la femme est vêtue d'un sweat à capuche. Tuta se précipite sur Tina qui esquive avec une grande facilité. Tuta est surpris et commande sa chance d'affronter un adversaire aussi fort dès le début. Tina esquisse un sourire narquois, puis le combat reprend de plus belle. Kuromaru commence à s'inquiéter, sentant que Tina pourrait être bien plus forte qu'il n'y paraît. Pendant ce temps, Mana apprend de l'un des concurrents blessés que c'est Tina qui a causé sa blessure. Le combat entre Tuta et Tina est féroce, mais il semble que Tuta soit du côté des perdants. Pour Tuta, Negi explique qu'il est venu le chercher car il est convaincu que Tuta est la clé pour sauver le monde entier. Cependant, Tuta est sceptique et demande pourquoi Negi ne l'a pas cherché plus tôt si c'était vraiment le cas. Negi admet qu'il ignorait la localisation de Tuta et qu'il envoyait des visions de lui-même à ceux qui lui étaient liés par le sang, espérant qu'il le mènerait à Tuta. Il révèle que Yukihime avait réussi à lui cacher Tuta. Elle ne l'appelle pas Negi par son nom, mais plutôt la mage du commencement, Bayot. Simultanément, Kuromaru, Kiri et Karin arrivent, prêts à se tenir aux côtés de Tuta et Yukihime dans le conflit qui se prépare. Le conflit a dégénéré en un affrontement majeur entre 2 groupes redoutables. Yukihime avertit Tuta et son équipe que Bayot et ses associés sont des adversaires très coriaces. Elle commence à présenter les membres de l'équipe de Negi à la sienne. Ils incluent Yu, surnommée l'omnisciente pour ses talents de détective magique, Nodoka qui peut lire les pensées et tout voir, et Jack Raken, un épéiste mercenaire incroyablement puissant qui se retrouve face à un homme se présentant comme Sanders. Cependant, Kurobo l'interrompt et révèle que son vrai nom est Albireo et qu'il est le créateur de Kurobo lui-même. Sanders, furieux que son secret ait été révélé, punit Kurobo en le soumettant à l'intense pression d'un trou noir. Une fois qu'il a fini de punir Kurobo, Sanders explique à Tuta qu'il était autrefois ami avec Yukihime, mais qu'il travaille maintenant pour Negi. Sa tâche est de persuader Tuta et il choisit de le faire en racontant l'histoire d'amour de Yukihime. Sanders, lui aussi projeté à terre, rampe vers Yukihime. Bayot déclare que la seule façon pour Tuta de sauver Yukihime est de fusionner avec elle. Tuta tend la main et touche les mains de Yukihime, lui permettant miraculeusement de se reformer. Tuta la serre dans ses bras et Yukihime confesse que Tuta est la personne avec qui elle a toujours voulu être. En réponse, Tuta promet d'être là pour elle et de la rendre heureuse. Cependant, Bayot est convaincu que Yukihime ne pourra jamais être vraiment heureuse. Tuta réprimande Bayot pour avoir fait une déclaration aussi négative.
En réponse, Bayot lance une attaque féroce contre eux, Tuta, tenant Yukihime dans ses bras, esquive habilement les frappes agressives de Bayot. Au milieu du chaos, Yukihime révèle à Tuta qu'il se trouve dans une dimension spéciale où ils possèdent tous deux un pouvoir immense, capable de transformer en réalité tout ce qu'ils imaginent. Elle lance un sort qui crée un environnement équilibré, leur permettant d'utiliser pleinement leur force au combat. Yukihime explique que s'ils peuvent briser la détermination mentale de Bayot dans cette dimension, cela signifierait sa défaite. Rempli de détermination, il se précipite vers Bayot pour l'affronter. Cependant, Bayot distrait habilement Yukihime en conjurant une image de Negi, ce qui fait perdre sa concentration à Yukihime et la fait tomber, laissant Tuta attaquer durant l'intense bataille. Yukihime a accidentellement révélé qu'il n'aimait vraiment que 3 personnes. Tuta, manquant de perspicacité, ne parvient pas à réaliser qu'il est la 3e personne à laquelle elle fait référence. Alors que leur bataille progresse, Yukihime parvient à frapper Bayot avec un sort puissant. Malgré ses efforts, Kiri frappe avec succès Jack, le faisant tomber au sol. Kuromaru utilise un sort de liaison pour immobiliser Yu et sa sœur. Yukihime, quant à elle, crée une barrière de glace pour piéger Tina, déclenchant ainsi son pouvoir Eria. Avec de la détermination dans les yeux, elle charge vers Negi. Cependant, Negi parvient à esquiver l'attaque initiale de Yukihime. Tuta exprime sa résolution inébranlable de libérer son grand-père des griffes de Bayot. Pendant ce temps, le reste de l'équipe continue sa lutte contre les alliés de Negi, essayant de les distraire assez longtemps pour que Tuta débloque le pouvoir en lui. Alors que Negi semble prendre le dessus sur Tuta, Fate arrive sur les lieux. Avec Yukihime, Fate parvient à retenir Negi en formant une barrière autour d'eux. À l'intérieur de cette barrière, Fate révèle qu'il a découvert une méthode pour libérer Negi du contrôle de Bayot. Cependant, Negi, maintenant lié à Bayot, Tuta l'interrompt, le pressant de se concentrer sur Yukihime qui lui a profondément manqué. Submergé par l'émotion, Yukihime se jette dans les bras de Negi, exprimant son profond désir. Touché par cette scène, Negi félicite Tuta pour sa grande gentillesse. Il se libère furtivement comme si la barrière n'était que du simple papier. Le corps de Negi devient blanc et commence à émettre une lumière éclatante. Il attaque le trio sans le moindre effort. Le compte à rebours de 37 secondes de Tuta se termine et il débloque la même capacité que Yukihime, ce qu'elle continue de nier. Yu et Nodoka expriment ses pensées à voix haute, mais elle refuse toujours de les admettre. À ce moment-là, Tina commence à blesser Kiri avec son épée, lui causant une grande détresse tandis que Tuta est incapable d'intervenir. Alors que Kiri résiste à l'attaque, elle informe Tuta qu'ils doivent agir vite. Soudain, Negi est frappé par des balles conçues pour bloquer sa magie, tirées par des étudiants qui anticipaient son arrivée. Malgré cela, il parvient à échapper à leur emprise. Les étudiants lui montrent leur affection, créant une grande diversion, ce qui leur permet d'administrer à Negi une substance qui l'affaiblit. Negi est perplexe face à la présence de tous ces visages familiers de son passé. Ils expliquent qu'il résidait en fait à l'intérieur de l'école. Fate retourne à sa place initiale et avertit Yukihime de ne plus interférer dans ses plans à l'avenir. Yukihime lève les yeux vers la tour et jure silencieusement à Negi qu'elle viendra à lui la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Des filles font irruption dans la pièce et poursuivent Tuta pour avoir proposé à Yukihime et les avoir ignorés. Après leur départ, le visage de Yukihime se révèle être très rouge, rougissant fortement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, mes chers amis de la culture. N'oubliez pas de nous parler de votre waifu préférée de cet anime et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu.